Great. Today we will have interpretation. Aujourd'hui, nous allons avoir l'interprétation. Aujourd'hui, l'interprétation est en français et en espagnol est disponible en cliquant sur le bouton interprétation. Cliquez sur l'interprétation et choisissez la langue que vous souhaitez entendre. Nous avons aussi deux outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Utiliser Q&A, la fonctionnalité pour les questions concernant le sujet de présentation. Utiliser la fonction de chat pour les questions concernant l'informatique, la logistique ou le certificat d'attendance. Pour voir la transcription en direct, appuyez sur le script et choisissez afficher les sous-titres. La légende, cliquez sur masquer les sous-titres. Bonjour à tout le monde. Diapo prochaine. Nous allons avoir cette réunion est enregistrée où nous donnons votre consentement à être enregistré. Les enregistrements seront partagés après la session en anglais, français et espagnol. Un certificat de présence sera disponible auprès de l'Université du Nouveau-Mexique via le lien dans le chat à la fin de la session. Nous prenons l'utilisation des données très sérieusement. Le projet ECHO collecte les inscriptions, la participation, les questions et les réponses, les commentaires de chat et les réponses au sondage pour certains programmes ECHO. Vos données personnellement identifiables seront partagées avec le bailleur de fonds de projet. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, pour des communications, sondages, assurance de qualité, évaluation, recherche, déclarer de nouvelles initiatives. Nous allons commencer. Je vais vous introduire au modérateur. Patrick, vous avez la parole. Merci beaucoup, Angela. Et bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus à notre réunion ECHO. C'est mon plaisir d'être le modérateur. Mon nom, c'est Patrick Subert. Je travaille avec le directeur adjoint de WHO à COVID-19. Diapo prochaine. Alors, aujourd'hui, nous avons une réunion et des interlocuteurs extrêmement intéressants. Vous avez bien sûr la session concernant les goulots d'étranglement. Nous avons un panel. Nous avons eu un déploiement et une présentation des pays de Roumanie. On va avoir une mise à jour de la société civile qui rencontre beaucoup de difficultés pour le moment. Et nous allons voir c'est quoi la manière duquel le PFM peut aider. L'objectif d'apprentissage d'aujourd'hui, c'est la manière to roll out vaccines quickly against equally critical COVID-19 response requirement for diagnosis and treatment and maintaining essential health services, to learn about potential sources to increase the quantity of trained health workers to support rollout, including civil society organizations like the Red Crescent Movement, and to understand some options and strategies for public financial management that are needed to support human resources for COVID-19 vaccines rollout. Next. So, without further ado, it is my pleasure to introduce two colleagues from WHO headquarters, Amani Siam and Catherine Kane from the
Health Workforce Department in Geneva. And the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Patrick, and hello, everyone. May I just confirm you are able to hear me? Yeah. Yes, we are. Loud and clear. Thank you very much. I'll just temporarily go off camera just to be able to focus on the bigger screen with my presentation. So I think the background, as Angela said at the beginning of this session, we are purely a data-driven approach to understanding the health workforce requirements for COVID-19 vaccines rollout. Next slide, please. So I'm going to give you a rapid overview of exactly what is to be expected in the coming sort of 1 hour. So overall, we are going to have a brief overview of the common situation that you are familiar with on the global inequities in the human resource for health distribution. And we will move forward to understand how is that going to be handled within the context of a very big vaccination program that is rolling out at a very high speed. What are the HRH surge requirements and some sort of reflections on the vaccine equity. And with that, we want to highlight a key concern of ours on the coverage of health workers by the vaccination rollout itself. And then we are going to spot check on a few things like the HRH management support, the modalities for recruitment, the deployment and remuneration. And we have two sterling examples from Romania and Lebanon, where you will hear firsthand from the high-level individuals who are handling the situation on the ground. And then in a final presentation, you will get a glimpse of the financing implications and opportunities, specifically focused around public finance management systems. Please forward, next slide, please. So the global health workforce situation, I think for many of you, it's an age-old problem that you're familiar with. All parts of the globe, all countries have a certain degree of a health workforce shortage, and that has existed pre-COVID. It got exacerbated as the onset situation happened with COVID a year ago or about 18 months ago. And over and above the existing shortages, we were witnessing reports of course, as you can imagine, health workers being infected and some of them unfortunately losing their lives. The work situation was quite difficult, and then you can see that there were some disputes or strikes or some sort of people giving up at all coming to work because of the immediate stress related to service provision. And put together, we can see that there are many, many implications to this situation, and a few are listed in that infographic you have to the left side. To the right side is, as Angela said at the beginning of the session, we are the data-driven approach to understanding what are the implications, and we are driven by two important monitoring mechanisms, looking at, for instance, the Universal Health Coverage Index, as well as the density of health and care workers that we are familiar with. And just to give you an idea, in the lower income countries, you have the target population of about 41%, 4 in 10 individuals are living in the lower income countries, where only 17% of the health workforce global is found, compared to the high income countries, who are like 14% of the global population, whilst they hold together almost 4 in 10 of the existing health workforce. And they, of course, enjoy the higher indices of UHC. The lower middle incomes are in between. And these are the two parameters that will probably be determining what you will see in the coming slides. Forward, please. Thank you. So we are handling, all of us together as one international community, the biggest vaccination program in the history of public health that is rolling out at the fastest time frame possible. And in the most recent global strategy launched by WHO, the targets are quite high, 10% in the first 9 months, followed by 40% by the end of 2021 to 70% by June 2022. Definitely, as you can imagine, we need to understand the human and financial resources needed. We have to understand what sort of strategies have to be rapidly absorbed and devised so that we can meet all the rapid deployment, the target coverage, the equity. And of course, we want to do this in the most efficient way by reducing vaccine wastage.
and at the same time deliver quality and quantity and the HRH search capacity that should be a credulous one for countries to start planning for. Forward, please. Next slide. So this is the bit of science that you just need to consider. We're looking at the situation of the search, the planning for what's needed and where and when. And as I said at the beginning, the two parameters or the two dimensions we're looking at is they are more or less gauged by the UHC service coverage index and what is known about the density of health and care workers per 10,000 population. And this is an approximate situation by which we can determine where the most needed surge will have to happen. So the countries you are seeing, the red bubbles, are those countries who are sitting below a 50% service coverage index on UHC and a deterministic threshold of 48.5 health and care workers per 10,000 population. For those countries, we would need a full scale up of their health workforce, in the sense that that has to be determined, well, we will see it later, by the needs approach that we will use. But this is almost a protective measure so that we would reduce the existing disruptions that have happened because of the COVID response and the shortages that are long established. The bubbles in the sort of the pale green to whatever brownish color, these are the ones who will need a partial scale up, where we know their existing service coverage index is somewhere to closer to between 50 and 80%. And then the ones that we feel will be able to deal with the existing workforce for the vaccine deployments are the ones that you are seeing in the tiny blues. And even for those, the wisdom that we have to say about this, we do know even the high income countries, those that we seem to think will not need a serious scale up, they're actually already deploying a bigger number of health and care workers outside their existing healthcare system, so that to be able to cope with the rapid vaccination rollout. Next slide, please. So this bit, you don't have to worry about understanding maybe all the direct elements, but it's a very simplistic, straightforward approach. It has a step one where we need to understand the population size to be covered, the number of doses as per the vaccine regimen. In step two, we do have to have some workload key elements to be understood. For instance, the time that's available per health worker, per week, per day, and at the same time, the team compositions that are needed, and at the same moment of time, the time scale that, or at least the time spot that would be needed to administer vaccines. And then using those two key components of step one and step two, we can actually determine a workforce-based need that is explained by in two components by how many health workforces exist, and what is the corresponding gap that would need the actual scale-up element to happen. The methodology of this calculation will feature in a paper that we are currently preparing, and it's about to be sent for peer review and for full publication, with the help of our colleagues from the IVB department and the HDF department. And of course, that being said, in step 5, once that need is understood and the gap is understood, the corresponding costing is actually produced, and with it, some sort of estimation that can then go forward to be thought about for the financing part. Forward, please, next slide. So just to give you an example. So for instance, if you're looking for the rapid requirement or the surge needed to cover 10% of the population, you can see that there will be 3 components calculated. The first component is the direct individuals, the vaccinators and the supervisors who are actually involved immediately in the care provision for vaccines. You have a support staff that come with them, and of course a community mobilizer or individuals who will be involved in raising the awareness and bringing people to be vaccinated or to be reached. So for that, for example, for a 10% coverage of the global population, we are estimating 643 FTEs, full-time equivalents, will be needed to do that, meaning 100% work
only on the vaccination side. Given what we know from who exists on the ground, we can see that a third of that number will have to be additional staff, 220,900. And if you look at the right side, you will actually see the distribution of that need. It mostly exists in the lower income countries. That's why you have the big blue bar. And at the same time, the scale up is correspondingly exactly there. It's actually also on the right side, in the blue side, relevant to the LICs. Remember what I told you earlier, that the LICs are almost a quarter, 40% of the global target that you need to have covered. Next slide, please. Having these kind of calculations, we actually can show you what's the time, what's the actual need and the scale up corresponding to it to cover the 10%. This is in tandem with the global strategy, the 40% and the corresponding 70%. And of course, as you can see, the shorter the time period we are running after, the higher the need estimate and the higher the scale up corresponding to it. And I'm just going to move a little bit this so that I can show, and you can see on the costing side, you have the corresponding wage bill, of course, because here we are looking at salaries of those additional staff. And you can see that, for instance, for the 40% by the end of 2020, we're looking at a bill of about $6.6 billion US. For the 70%, it tops up to about $12.28 billion. Next slide, please. Of course, this is borrowed from a presentation that you saw from Anne Lindstrom, and that was done in, I think, around mid-August. And as you can imagine, the kind of impetus, the kind of momentum that would be needed, especially in the fourth quarter of 2021. The records tell us that this is to administer such vaccine. This is like a 4.5 times those administered on the routine system compared to the Q4 of 2019. And most importantly, the surge, the health system has to cope with a considerable increase in the available sort of capacity, which is almost 2 times that was used or 2 times that was observed in Q3 of 2021. And of course, this is, in my view, a best case scenario where countries could be encouraged to maintain momentum and even think in a concerted way of how that momentum could actually be boosted up in the remaining 3 months, or at least less than 2 months now to the end of the year. Next slide, please. So this is now a glimpse that you need to understand also about the issues around the coverage, health workers who are covered by vaccines themselves. Why are we putting that in? This is a core business for us. The protection of the health and care workers is something that has been highly called for this year being the year of the health and care workers. There's a campaign going on. It puts the appreciation and recognition of the health workers' effort in this exceptional time at forefront. And what we can see is that there is a considerable pace being made, especially in Q3, in vaccinating health workers. We think in about 122 countries. We know that 103 million doses were provided to healthcare workers, but this is still suboptimal. We still think that there should be more of an effort made to pump up that number. We think around 55.4 million are the number of healthcare workers in these countries, and we think about 40% of them have been vaccinated. And we aim for more because we still think about 78.6 million health workers in about 72 countries are still with a vaccination status unknown. So I think this is just for you to have an idea about the situation with the health workers themselves and their own protection and coverage. Moving forward, please, next slide. WHO has done quite a bit in this area. For instance, we have launched a very critical guidance on the understanding of the HRH management support. It has been out there since about the early part of 2021. And in it, there are some sort of key interventions and recommendations to support
the vaccination vaccination teams, in the competency-based training, supporting the supervision, the handling of the supply chain. And this is definitely a big showcase of where the most investments are needed to support the existing and to be hired health workforce. Forward, please. Next slide. The labor resources. This is a big dilemma, of course, in many countries. Some countries do enjoy a sort of a surplus labor that due to availability of workers, either through hiring of individuals who are inside the country or even outside the country. And in some countries, we do know that there's a considerable number of health workers who are not in full employment, and there could be possibilities to bring those on board for this big deployment. So you have retired medical staff, or the worry that we have is the redeployment of active health workers. This is, for us, as you can imagine, has a tendency to weaken systems. But that's why in this presentation and today, you will hear from the country examples, the role played by the CSOs and INGOs in actually supporting this huge endeavor. The private sector, of course, has its role. And there are a lot of mechanisms that have put forward all the resources that can come forward, clinical and non-clinical, to support the big size up of this campaign. Forward, please. Next slide. We're also, I think, guidance was also developed to support our regional and country offices in putting... Pour donner soutenir à notre région territoriale avec une synoptique pour les éléments de déploiement et de recrutement aussi. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile pour les gens qui travaillent avec les patients, pour toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Alors, ayant à la base la synoptique que vous avez entendue, la manière duquel les compétences et les échelles que nous devons utiliser, les besoins des employés, l'expertise, en même temps qu'être sur le terrain et être extrêmement opératif. Je ne vais pas partager beaucoup de temps aujourd'hui parce que nous avons le support de notre panéliste qui va discuter les implications financières, les opportunités. Il va être capable de vous expliquer les renseignements. Cette recherche et la capacité doit être soutenable pour une période qui va être extrêmement prolongée. Les employés doivent être en place, préparés. Il doit recevoir le soutien pour l'environnement pour une période qui est, oui, pour notre 18 mois. Mais nous devons avoir un système soutenable pour les années à venir. Je vous remercie à tous et je passe la parole maintenant à modérateur. Merci beaucoup. Ceci a été une présentation extrêmement claire. Je suis certain que les gens seront extrêmement intéressés. Nous avons 7 à 8 minutes pour la session de questions et de réponses. C'est quoi la manière? Et on fait quel type d'estimation au niveau de chaque pays? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà inclus dans le processus de déploiement de vaccins ou c'est quelque chose supplémentaire qui est fait? C'est quoi la manière duquel les pays très larges, avec une population très diverse, est fait? Merci, Patrick. Merci, Patrick. Je ne crois pas que c'est quelque chose que je viens de mentionner dans un des diapos précédents. Ce que nous avons fait, nous avons intégré les mêmes méthodologies et les mêmes outils de méthodologie. Il y a un outil de coûts que nous utilisons. Nous devons, ce système, il permet aux équipes de regarder la dimension de chaque site. Là, on analyse la flexibilité, qui c'est un mélange au niveau national
comme vous avez vu, de calculation de FTI que nous avions fait. Alors, enfin, les pays peuvent déterminer le FTI et ils ont déterminé de partager la formation ou la combinaison à 50%, 40% ou dépendant du type de besoin qu'il est nécessaire. Aussi que les coûts. C'est quoi la manière de laquelle nous soutenons cet effort? Nous avons regardé toutes les opinions que nous avons reçues des travailleurs dans le système de santé. Alors, l'analyse que nous avons faite, c'est qu'il y a eu une estimation ad hoc pour les travailleurs dans le système de santé. Alors, nous avons des cas qui sont toujours analysés. Nous sommes en train d'accomplir les calculations qu'on doit accomplir. C'est un indicateur pour le niveau de travail. Nous utilisons ce type de modeling. Bien sûr, on peut faire d'ajustements dépendant des situations de chaque pays et on peut le modeler et l'utiliser. Quoique c'est un set fixe ou un set mobile, nous avons une campagne en full place pour cette type de situation. Merci, Patrick. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Amani, s'il vous plaît? Alors, Patrick, vous devez vérifier le chat s'il y a des questions là-bas. Ce n'est pas de manière de... Vous avez la parole. Je vois quelques questions que je crois qu'elles ont été mises par les participants, utiliser la fonction de Q&A. Cela va être très utile. Nous pouvons faire ça. Alors, Patrick va être capable de trouver les questions là-bas. Le Q&A et le fonctionnement des chats. Ici, c'est Catherine. J'ai une autre question ici. Les modèles qui sont utilisés pour cette estimation, est-ce qu'ils utilisent... Est-ce qu'on peut ajouter un tel outil de lourdesse qui peut être, je m'excuse, voilà. Alors, on va discuter les premières questions concernant le poids de travail. Ça, c'est net pour le système d'approvisionnement d'une manière où nous ne sommes pas capables d'ajouter une lourdesse de soutien pour le programme. Nous utilisons une calculation charismatique de l'augmentation. Nous utilisons une justification qui est mise en place au début. On doit avoir un nouveau rôle en plus du niveau de soutien qui sont en place. C'est simplement parce que qu'on a besoin de travailleurs, ce type de... on n'a jamais eu ce type d'échelon pour déterminer une charge de travail pour chaque plan national. Ça, c'est quelque chose que nous devons utiliser et du point de vue d'utiliser pour les options de recherche le manque d'employés. Ça, c'est l'une des raisons principales pour les interruptions. Vous devez retenir ce type de données pour le futur. Les perturbations et les interruptions pour les programmes de vaccination de COVID-19 doivent être utilisés quand on fait un tel type d'analyse. Je vous remercie. Très bien. Alors, on va utiliser une question supplémentaire ici. La question vient de David Bryden. Il s'agit de coûts dans le diapo 19. Quand est-ce que le chalage a le début? 2021 ou plus tard? C'est une question très intelligente que nous sommes en train de faire ce type de calculation. Et nous avons dit
une période de 9 mois pour le 2021 et pour une période de 8 mois pour 2022. Nous avons déjà en place une stratégie d'accomplir cela pour 2022. La duration du point de début, peut-être on ne va pas avoir un point de début pour tous les pays également. On a ici un besoin de pays, de dimension des pays, et c'est un programme qui doit être implémenté pour chaque pays. Les vaccins ne sont pas disponibles pleinement dans tous les pays, et les vaccinations, du point de vue de santé, nous espérons qu'il y aura une période de 9 mois à partir de 2021 jusqu'à fin de 2021. Et puis, on va utiliser aussi les premiers 6 mois de 2022. Je vous remercie, Amani. On va continuer maintenant avec l'interlocuteur suivant. C'est une expérience du pays de Roumanie. Nous avons le privilège d'avoir avec nous Dr. Raed Arafat. Il est le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur à la tête du département des situations d'urgence de Roumanie. Dr. Arafat, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis extrêmement honoré d'être invité par WHO. C'est quoi la situation ici? C'est quoi le manque d'employés dans le système sanitaire et c'est quoi exactement que nous sommes en train de faire pour gérer ces situations avec le COVID-19? Comme vous connaissez, Roumanie a le plus grand défi que nous avons eu à cause de l'hésitance de vaccination. Nous avons seulement moins de 40%, environ 40% de la population qui est déjà vaccinée à cause de propagande anti-vaccination. Au début, la Roumanie était extrêmement dévouée, mais nous devions prendre des mesures pour être capable de mettre en place un bon programme de COVID-19. Je vais commencer par discuter un peu l'histoire de la Roumanie. 2010-2011, il y a eu une crise économique, tout le monde se rappelle cela. Nous avons eu à ce point-là l'AMF qui nous a rendu une visite. On discutait à ce point-là comment est-ce qu'on peut réduire les dépenses dans le système sanitaire. J'étais à ce point-là le sous-secrétaire dans le ministère de la Santé. Je me rappelle une discussion que nous avions eue avec les responsables au niveau le plus élevé du pays. Et je devais expliquer à toute cette important facteur de décision que nous sommes incapables de réduire les ressources dans le système sanitaire. Mais un jour, il y a eu une mesure qui a été prise dans le pays. Le système de services a été coupé déjà de 40%. Le niveau de paiement était déjà extrêmement réduit par 25%. Ça, c'était le début de la plus grande migration des docteurs, particulièrement les jeunes docteurs résidents dans des autres pays européens. Nous avons perdu beaucoup de docteurs de situation de l'émergence, des radiologues, obstétriciens, particulièrement les gens qui étaient au début de leur carrière. Il n'y avait pas aucune protection pour eux. Leur décision était de quitter le pays et de travailler dans un autre pays européen. Maintenant, au milieu de cette crise, nous sentons extrêmement puissant l'impact de cette décision parce que cette décision qui a été prise il y a 10 ans, on sent très bien maintenant les implications. Il y a eu un tel mouvement et du point de vue de crise économique, tout le monde faisait seulement l'analyse de comment est-ce qu'on peut réduire les coûts et pas
nécessairement comment éviter le désastre dans le secteur médical dans une période prolongée qui est quelque chose d'extrêmement difficile à recouvrir. La Roumanie a eu déjà des problèmes avec les employés du système sanitaire parce qu'il n'y a pas eu un système de paiement extrêmement efficient. Et ça, c'est des gens qui avaient déjà leur famille en place, des enfants, ils étaient déjà partis, ils ne vont pas retourner. Maintenant, à jour, avec le COVID-19, comment est-ce que nous essayons de trouver des solutions? Nous devions augmenter le numéro des unités. On a eu besoin de plus de lits dans les chambres, dans les départements d'émergence. La majorité de ces départements ont eu un grand manque d'employés. Nous avons mis des mesures en place en coordination. Pour la pandémie, c'est maintenant un programme national, le département pour les situations des émergences, qui inclut les départements de réponse rapide avec le département de la défense et le ministère de la Santé. Nous avons commencé à augmenter la capacité. Mais comment est-ce qu'on peut augmenter cette capacité si tu n'as pas assez d'employés qui sont en place? Il n'y a pas eu de solution miraculeuse qu'on pouvait bouger du personnel d'un hôpital à l'autre. Il y a eu beaucoup de situations d'émergence déjà au lieu où déjà cet employé était en train était déjà employé. Pour les docteurs et pour les assistants médicaux, tous les hôpitaux qui avaient des docteurs suffisants, par exemple, dans le département des émergences, on a décidé de prendre 5 de ces employés, on les a envoyés dans un autre hôpital pour avoir plus de lits qu'on pouvait utiliser pour le COVID-19. La même chose avec les assistants médicaux. Cela a été fait par la situation du département d'émergence et à la base de la situation du ministère de la Santé ou par une demande pour chaque district ou pour chaque région du pays. Nous avons bougé, je vais vous donner le numéro, du début de cette pandémie jusqu'au présent. Nous avons été capables de redistribuer près de 10 000 de docteurs et 10 000 des autres employés dans le système sanitaire entre les hôpitaux, c'est-à-dire parmi les hôpitaux qui avaient besoin de ce type de travailleurs de santé. On a eu près de 16 000 des employés, seulement jusqu'au dernier delta. Nous avons redistribué 1 060 de travailleurs de santé et plus de 6 000 de personnes qui étaient directement impliquées dans le système. S'ils étaient capables de le redistribuer pendant les derniers 30 jours, nous avons leur donné un salaire, 50% de leur salaire en plus. Nous nous assurons qu'il y a eu toutes les assurances qu'ils vont être dans un nouveau place. Les bénéficiaires ont payé pour leur logement. Cette chose nous a permis d'augmenter le niveau des lits dans chaque hôpital par 1800. Et le numéro supplémentaire était en plus dédié aux patients pour COVID-19. Nous avons créé et utilisé aussi le personnel militaire. Nous utilisons ici les employés militaires et les employés du système militaire. Nous avons utilisé aussi les résidents pour l'anesthésie, pour les
maladies infectieuses, nous avons interrompu leur préparation, nous les avons bougés dans les départements de spécialité où il était capable de mettre en pratique. Et il était toujours en préparation avec une supervision. Pour faire ce type de redistribution, nous avons fait ce type de mouvement. On a fait ce programme sans aucune hésitance. À cause du manque d'assistance sanitaire, dans cette situation d'alerte, les étudiants en médecine, pendant leurs dernières 2 années, research capacity. So maybe we need to have redundancies and we need to create redundancies in the hospitals. on doit créer ce type de redondance à l'intérieur des hôpitaux. Les autres choses concernant les ressources humaines que nous avons employées, aussi un nombre des employés que nous avions besoin pour cette activité. Aussi que des services qui devaient répondre à ce type de désastre. Nous ne croyons pas qu'on devait avoir une augmentation de lits pendant les jours, c'est-à-dire dans un temps très court. La manière de laquelle on doit avoir ce type d'analyse et de pensée doit être analysé de nouveau, parce que ça, on doit faire un tel programme pour avoir, avec le somme que nous avons en place, pour être capable d'accomplir le plus que nous avons et sans nécessairement utiliser les ressources d'une situation redondante. Nous devons avoir un plan en place et on doit avoir une situation, et particulièrement pour les hôpitaux de première ligne, on doit avoir une redondance et un programme de redondance en place. Ça, c'est les choses que je peux partager avec vous. Nous sommes toujours en train de... nous étions capables de trouver des solutions. Ce n'était pas quelque chose de facile. Nous avons beaucoup de collègues qui étaient dans la cour. Ils nous ont dit c'est quoi la raison pour laquelle le système a été faillite. Ça, c'est un désastre pour une période prolongée. Je suis ici à votre disposition pour répondre à votre question. Je suis ici. Merci beaucoup, Dr. Arafat. Ça, c'est un exemple, premièrement, pour le défi de COVID-19. Lorsque vous êtes dans cette situation, avec des problèmes des employés dans le système sanitaire, où le système était limité par les options que vous avez mentionnées, est-ce que vous avez fait un ajustement avec l'intervalle pour être capable d'avoir assez de docteurs pour les populations ciblées? C'est une question excellente. Nous avons séparé l'immunisation avec les traitements que nous avons utilisés pour l'immunisation que nous étions en train de donner avec l'impact et avec les choses que nous devions accomplir à l'intérieur des hôpitaux. Alors, nous utilisons des infirmières, des GPs, des catégories d'infirmières. Ils tous étaient mobilisés. Il n'y a pas aucun délai. Il y a eu une suggestion que nous étions en train de penser extrêmement vite. Tu n'avais pas besoin d'un docteur ou d'un docteur avec beaucoup d'expérience. Dans le département de thérapie intensive et d'émergence, où nous n'avions pas eu assez d'employés, nous étions capables de changer les lieux de travail de manière rapide. Ça, c'était des efforts que nous étions capables de mettre en place pour cette campagne de vaccination.
pour être capable d'administrer cela de manière très efficiente pendant cette pandémie de 2019. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de docteurs vous avez? Nous avons la capacité ici de donner la piqûre, de donner 100 000 de vaccins chaque jour. Pendant les derniers jours, les gens ont vu l'impact. Nous avions eu 98 individus qui se sont vaccinés avec la première dose. 43 000 personnes ont reçu le deuxième vaccin. Maintenant, il y a aucun délai. Nous essayons d'avoir notre campagne. Nous discutons aussi avec le WHO pour voir c'est quoi les solutions que nous pouvons trouver. Mais la capacité nous sommes capables d'accomplir au moins 100 000 patients chaque jour pour les donner de vaccination par ce numéro chaque jour. L'espace pour faire de la recherche et pour faire le soutien des employés. Vous avez utilisé quel type de... nous avons utilisé une structure de modélage pour eux et à l'intérieur, nous avons occupé l'espace qui n'était pas initialement occupé par le département de l'émergence. Nous avons aussi analysé la disponibilité d'oxygène et nous avons transformé ce département dans des lits d'émergence. Nous avons utilisé des pompes d'éjection, des moniteurs, et nous avons commencé à redistribuer tous ces outils importants aux hôpitaux pour augmenter leur capacité. Alors, l'espace était trouvé à l'intérieur de chaque hôpital, mais bien sûr, ça c'était au défi. Nous étions forcés de réduire le numéro de patients pour la situation régulière d'émergence pour être capable d'éviter un désastre. Nous étions capables d'utiliser 5 hôpitaux mobiles. Est-ce que vous avez augmenté le prix des employés des autres secteurs? Oui, nous avons augmenté le budget. Le Premier ministre et le ministre des Finances, ils nous ont donné tout ce que nous avions besoin pour cette situation, l'équipement, et les outils et tous les équipements qui devaient installer, nous l'avons reçu pendant la dernière année. Beaucoup. Docteur Arafat, ça a été une présentation très intéressante, certainement présentée par quelqu'un qui a eu l'exercice d'être dans le premier front. Je m'excuse, je dois quitter. Nous sommes au milieu d'évacuer des patients en Allemagne. Je vous remercie pour me permettre de participer ici. Très bien. Maintenant, il y aura un point de vue de la société civile de Dr. Anthony Nasser. Il est notre présentateur suivant, c'est Dr. Anthony Nasser. Il est le doyen de la faculté des sciences infirmières et directeur médical de la Croix-Rouge libanaise. Il va nous présenter la gestion des finances de la société, le point de vue de la société civile. Dr. Nasser, c'est à vous. Bon après-midi. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis très ému d'être avec vous. Je vais vous donner une présentation concernant la réponse de la Croix-Rouge contre la pandémie de COVID-19. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Diapo prochaine. Vous donnez quelques numéros ici. Le numéro de cases total, environ 413 8
302 gens, 400 000 personnes de cas. Comme vous pouvez voir, il y a un numéro de 5,2 de la population qui a reçu la première dose, le deuxième dose, 30%, et ce programme a commencé il y a quelques jours. Je disais que dans 10 jours, il y aura une troisième dose pour cette population, particulièrement, nous sommes, pour vous donner une idée, d'environ 5 millions de comme population. Ça, c'est le numéro pour le moment. La diapo prochaine, s'il vous plaît. Diapo prochaine. Nous avons commencé notre première conférence concernant les cas du doyen avec la Syrie. Ça vient de se passer dans le 20. Actuellement, en effet, ça vient de se passer très récemment. Nous avons un plan de contingence ici. Celui-ci n'était pas lié avec notre programme initial. Nous avons aussi une situation similaire avec l'Ebola. L'interprète s'excuse, ce n'est pas clair. L'interprète s'excuse. Il n'y a pas de la clarté. Le diapo prochain, s'il vous plaît. Du début, la Croix-Rouge de Liban a travaillé avec 19 centres de préparation comme un comité. Et nous avons tous les ministres aussi que l'armée et des autres entités responsables dans le pays impliqués dans les efforts contre le COVID-19. Le comité de préparation, ce comité, comme vous voyez, nous n'avons pas commencé dans le milieu de cette pandémie. Alors, nous avons eu une préparation similaire avec l'Ebola de 2014. Nous étions capables de réagir immédiatement dans cette situation et d'avoir un bon programme contre le COVID-19. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Alors, je vais voir le diapo entièrement, s'il vous plaît. Nous avons commencé avec une coordination médicale. Pour ceux-ci qui ne connaissaient pas le radical libanais, nous avons le IMS, le service médical d'émergence. Alors, nous sommes capables d'avoir 100 de services médicaux. Nous avons des banques de sang. Nous avons une unité qui s'occupe de la réduction des désastres. Nous avons une unité médicale, un département social, support psychologique. En effet, nous sommes une organisation nationale qui est responsable de sauver et de transporter les patients. Alors, la première phase de COVID-19, nous étions capables d'avoir une coordination de 90 hôpitaux. Nous sommes les seules organisations qui étaient capables de transporter les individus qui ont été identifiés avec le COVID-19. Bien sûr, parmi la population, on a eu une action en place pour réduire les risques, pour donner du soutien et du support. Nous avons distribué pour les gens qui étaient en quarantaine de la nourriture. Nous les avons transportés pour leur examen médical qu'ils devaient faire, particulièrement dans les régions villagières. On a fait des spécimens de tests en place
sans nécessairement transporter les gens d'une région à l'autre si ça était quelque chose de difficile. Le système en place a été déployé très vite. Ce que nous avions fait, nous avions eu un centre de nous avions utilisé cela était une tâche. L'interprète s'excuse, le son n'est pas clair. Nous avons créé notre système d'expédition, un autre 1760 pour les services qui n'étaient pas nécessairement pour les situations d'émergence. Nous avons implémenté ce système à domicile. Nous avons des docteurs et des infirmières, un chauffeur qui fait des visites à la maison pour les patients qui étaient suspectés d'avoir été infectés avec le COVID-19. Comme vous connaissez, les hôpitaux et les systèmes sanitaires étaient pleins avec des patients. Alors, nous essayons de faire notre mieux pour soutenir le système et d'aider les gens qui avaient ce type de défi, ce type de situation. Nous avons initié aussi un programme pour délivrer les machines à l'oxygène pour les gens qui étaient positifs et qui étaient stables et qui avaient seulement besoin d'oxygène. Et ça, c'était pour donner ce type de soutien à chaque hôpital. Nous étions capables d'avoir cette implémentation pour la majorité des hôpitaux, particulièrement pour les enfants. La diapo prochaine, s'il vous plaît. Très bien. Alors, maintenant, on va discuter le programme d'émergence de vaccination. Nous avions eu une connaissance concernant la vaccination, plus de 100 sessions, et nous étions capables d'aider plus de 1000 bénéficiaires, ce qui est très important. Diapo prochaine. Nous essayons d'expliquer à toutes les gens qui étaient sur le territoire, c'est quoi le COVID-19, comment est-ce qu'il est transmis, comment est-ce qu'on peut sauver les gens infectés avec le COVID-19, et pour leur donner toute cette information concernant la vaccination, aussi que de leur expliquer leurs choix différents de vaccination. Nous essayons aussi les bénéfices et de convaincre les gens de faire le vaccin de leur choix. C'était une autre campagne où on devait expliquer à tous les gens c'est quoi le vaccin, et tu dois aller dans le site Internet, et ça, c'est pas été, c'est-à-dire l'accès à Internet n'était pas disponible à tous les gens. Non, tout le monde dans notre pays a un téléphone intelligent ou un iPad. Alors, nous devions faire un programme en place de visite pour cette vaccination, pour avoir un couvrage aussi compréhensible que possible. Même à cet stage, nous avons beaucoup de gens qui ont donné un coup de fil, ils sont enregistrés, mais ils ne sont pas venus pour faire le vaccin. Nous essayons de comprendre c'était quoi la raison pour laquelle ils ne venaient pas à prendre le vaccin. Nous essayons de les aider. Parfois, nous sommes capables de les transporter à l'hôpital avec les ambulances, particulièrement quand il y a des problèmes très sévères, comme des effets secondaires de COVID-19. Alors, nous essayons de leur donner le vaccin et nous sommes capables d'utiliser les ambulances. Diapo prochaine. Nous avons initié cette plateforme en ligne pour avoir la connaissance maximale possible pour la population.
Ça, c'est quelque chose qui a été de grande importance. Nous essayons de faire des jeux, de focus pour les enfants, parce que les enfants connaissaient parfois plus comment est-ce qu'on peut se protéger pendant la pandémie. En effet, nous étions capables d'avoir plus de 1000 bénéficiaires par ce programme de e-learning et plus de 5000 enfants étaient les participants dans ce jeu instructif. Les enfants étaient extrêmement de bons partenaires pour ce programme. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Le centre de vaccination, bien sûr, il était en place pour aider. Ça, c'était le bout. Nous avons mis en place le centre de vaccination. Le plus grand centre était au Liban. Nous savons exactement ce que nous essayons d'accomplir. Cela devait être outre une place à l'extérieur ou à l'intérieur, mais ça devait être un plan grand avec un accès très facile. Nous avons eu cette idée. Nous avons fait cet centre à l'intérieur d'un grand magasin au centre de Beyrouth. Partie de cet grand magasin était un centre de vaccination. Ça, c'était une idée excellente parce que nous étions capables de discuter avec les gens qui viennent pour faire leurs achats. Nous étions capables de même aller à leur voiture lorsqu'ils étaient en train de parquer la voiture dans ce centre commercial. Ça, c'était un grand effort. Nous avons utilisé des vecteurs rouges et des unités rouges. Et nous avons utilisé, comme vous bien savez, la Croix-Rouge utilise les séances et les meilleures pratiques de la séance de santé. Les infirmières pratiques étaient en charge de faire la vaccination, l'observation, et nous avons créé ce centre d'émergence aussi qu'il était en charge de la pharmacie. Le directeur médical de la Croix-Rouge, bien sûr, c'était le gérant de cette activité. Il était le gérant pour le programme de désastre. Le EMTIS, aussi que les techniciens, ils tous participaient à ce programme. Ils donnaient le soutien duquel on avait besoin. Diapo prochaine. Jusqu'à ce point-là, nous avons plus de 1000%. Vous pouvez voir la situation et l'évolution. On a commencé le plan dans le mois de mai. On a eu un point très élevé le mois de juillet. Nous avons fait notre meilleur de tenir la situation sous contrôle avec un grand numéro de personnes vaccinées. Ça, c'était un centre commercial. Et notre centre a été comme un centre de vaccination à l'intérieur de ce centre commercial. Diapo prochaine. De juin jusqu'à ce point-là, 700%, comme vous voyez, 31 000 ont reçu la deuxième piqûre, 44 000, ils ont entré de s'enregistrer. Alors aujourd'hui, le numéro est un peu élevé. Nous devons faire un ajustement pour notre centre. Alors, plus ou moins, nous avons aidé l'augmentation de la rate de vaccination. Nous avons fait ce programme de mettre en connaissance. Nous avons implémenté le centre commercial. Nous avons essayé les gens de se registrer sur la plateforme. Nous avons leur donné le soutien technique. Nous avons leur donné un examen. Ils ont utilisé le tablette intelligent, le téléphone cellulaire.
Nous avons fait tous nos efforts pour les convaincre de venir à notre centre de vaccination. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Diapo prochaine. Thank you very much. Je vous remercie de votre invitation. Je suis prêt maintenant de répondre à votre question concernant cette entreprise. Merci beaucoup, Dr. Nasser, pour cette présentation très détaillée. Au Liban, qui c'est un grand effort pendant les dernières années. On a des questions. C'est quoi la manière de préparation? Vous avez donné quel type de soutien et de préparation pour le vaccin? Est-ce que vous avez des travailleurs dans le système sanitaire de communauté? Vous leur avez donné une préparation? Ça, c'est des infirmières enregistrées qui travaillent à des hôpitaux différents. Bien sûr, ils ont leur famille, ils sont capables de donner les piqûres. On leur a donné les préparations nécessaires avec une coordination du ministère de la Santé publique. Comme je mentionnais, ils ont fini la faculté des programmes des infirmières et ils sont affiliés avec la Croix-Rouge. Nous avons environ 90. Bien sûr, ils ne sont pas capables de venir chaque jour. Nous connaissons que s'il y a une augmentation de numéro, il y a une crise économique. Nous avons déjà la connaissance avec le ministère de la Santé publique. Merci beaucoup. Nous avons un agent plein ici. Nous avons 20 minutes ici. On va continuer. Dans la dernière phase de cette présentation, notre collègue Yap Wei-On de système je suis le gérant. Je donne aussi de ce type de service. Non, mon nom, c'est Dr. Yap Wei-On. Je voudrais vous donner ici une opinion pour la gestion des finances publiques et la vaccination, particulièrement avec la gestion des finances publiques. Ça, c'est ayant à la base dans nous avons commencé avec une optimisation. L'histoire du pays comme la Roumanie est extrêmement importante. Il y a eu beaucoup de raisons. Nous avons écouté l'histoire d'auparavant. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de donner le soutien? Cette analyse est structurée ayant à la base le programme PFM et le PMF et le santé. C'est le cadre de gestion pour la vaccination contre le COVID-19. Ça, c'est un secteur d'intervention extrêmement large. Et aussi, comment est-ce qu'on peut avoir un bon programme en place qui peut être exécuté et délivré de la manière juste. On doit avoir les ressources pour les gens, pour les employés qui sont dans le système de la lutte contre la COVID. Ça, c'est comme un cycle, ce que je vous présente ici. Mes opinions sont ayant à la base une analyse qui est faite pour le programme de couvrance. Ça, c'est une pandémie qui se passe extrêmement vite.
Alors, il y a des leçons du début qu'on doit partager dans une manière mise à jour. Ce type d'analyse, c'est quelque chose que je vous demanderai de ne pas nécessairement partager avec des autres. Pour le moment, les observations de la GFP, cette analyse a trouvé qu'il y a eu une variation extrêmement variée entre les vaccinations de unités et les coûts et les estimations de ces coûts. C'est quoi la raison pour cette différence? Nous connaissons la première relevance pour la discussion d'aujourd'hui. Quel type de catégorie on doit considérer pour avoir une mobilisation de ressources en plus de budget? Un système très puissant, généralement, qui devait inclure le système qui était impliqué dans une lutte quand même. Le pays où on a eu des conditions préexistantes, il finissait par avoir des dépenses plus élevées. On a eu des coûts additionnels pour être capable de délivrer le même type d'intervention. Les méthodologies qui ont été utilisées, il y a eu une variation des méthodologies. Nous avons utilisé des estimations de base, on a utilisé des groupes différents et on a utilisé des systèmes de délivrance réguliers différents à une échelle et à un écalage différent. Malheureusement, les États membres n'étaient pas capables d'avoir et de délivrer des stratégies différentes pour réduire les ressources financières du point de vue qui on n'a pas eu ce type d'analyse. La diapo prochaine, s'il vous plaît. Pour majorité, nombre des États, est-ce qu'on pouvait avoir ce type de soutien? La réponse était oui. Il y a eu une exécution des budgets au début pour être capable d'avoir un élargissement de ressources humaines par les gouvernements et pas nécessairement par les secteurs des gouvernements et pour faire une manière d'utilisation mieux pour assurer les fonds qui étaient nécessaires et de faire cela de manière expéditive, par exemple, pour s'assurer qu'il était capable d'acheter les peu mais les ressources essentielles. Il y a eu un grand rapport de comptabilité. On a eu des ressources bien optimisées. La diapo prochaine, s'il vous plaît. Il y a eu des options qui ont été déjà décrites au début de cette présentation. Vraiment, les membres ici ont donné un rapport. On a eu aussi, pour élargir le délai, et cela nous a donné une possibilité d'élargissement. Comme vous avez entendu la narrative de Roumanie, ça c'était aussi une histoire humaine. Il y a eu beaucoup d'employés qui n'étaient pas disponibles de travailler de heures supplémentaires. On devait trouver aussi des initiatives pour être capable de donner le vaccin, aussi que pour amener les vaccins supplémentaires. Il était critique de trouver les fonds sans aucun délai où les travailleurs de cette activité de première ligne pouvaient être interrompus. Ce processus de remboursement peut être mis en place
au moins un pays a indiqué qu'il a eu des problèmes du point de vue d'avoir un système mobile d'implémentation. Ce qui a été rapporté par les États membres dans cet échantillon, mais qu'on doit faire une analyse. Et je vois les questions qui sont posées par les participants, qui me rappellent que la pandémie ici, il y a un volume, on devait utiliser des autorisations et d'autres par des autres entités. Ce système était utilisé auparavant, mais la vitesse et la scalabilité qu'on devait utiliser maintenant, on devait avoir des règles flexibles pour le nouveau système pour supporter les programmes de vaccination et de vaccins. Pas tous les gens qui étaient impliqués ici étaient capables et disponibles d'accomplir cela. Dans les de donner une préparation croisée. On a eu beaucoup d'aspects légaux, particulièrement dans l'exemple de Roumanie. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Mais c'est quoi la situation dans le secteur du gouvernement ou le secteur privé? Et au moins un État, on a donné le rapport. Par exemple, l'organisme d'assurance était un système d'assurance national. C'était pour vérifier et pour avoir, on a reçu ici pour les systèmes qui devaient faire du profit, on a reçu un système d'assurance de qualité. Comme vous voyez ici, on devait s'assurer la préservation des dates. On a reçu aussi les résultats finaux et pas nécessairement des problèmes ou des défis comme les salaires ou des remboursements pour les voyages. On n'a pas eu toutes les... je mentionnais le pétrole. Alors, je mentionnais ici les rapports ici de dépenses n'étaient pas inclus. Tu ne devais pas avoir une facture ligne par ligne pour les fournisseurs privés. Jusqu'à ce point que tout cela, on a eu la capacité de vérifier. Le rapport de dépenses et la comptabilité, la dernière phase, la dernière diapo, je m'excuse, des conclusions. C'est quoi exactement que les pays peuvent faire maintenant pour minimaliser les contraintes de... Ce n'est pas quelque chose que je vais vous présenter aujourd'hui et tous les problèmes vont avoir une résolution du point de vue de GFP. On doit être réaliste. Ce que je suggère, c'est de conduire une mise à jour des coûts de manière compréhensible et cela doit être fait pas nécessairement d'avoir une stratégie optimisée pour avoir une exploration des scénarios, réduire les coûts de ressources humaines. On doit avoir une bonne estimation des besoins réels de vaccination. Ça, c'est plus ou moins pour éviter les risques de déploiement pour le programme de service. Deuxièmement, pour avoir une bonne expansion qui peut être rapportée et pour avoir les avocats et les gens qui peuvent être capables de faire de bons programmes d'implémentation, on doit avoir une situation qui peut être gérée. On doit avoir aussi des dividendes et des investissements qui peuvent être analysés avec d'une manière très facile. La flexibilité des fonds et le disbursement technologique, si ça se passe extrêmement vite, ceci peut être un bon soutien pour un programme très efficace. Avec cela, je vous remercie à tous pour votre attention
Et j'attends s'il y a des questions. Je vous remercie pour cette présentation extrêmement intéressante, avec la réalisation que le système plus faible était le système qui nécessitait les coûts plus élevés pour une telle capacité. Avec cela, et dans cet esprit, est-ce que vous croyez que l'un des témoignages de la pandémie va être quelque chose qui va durer d'une période prolongée dans les 40 pays où on a fait pour avoir une bonne préservation? Ça, c'est la question des billions de dollars. Je vais vous donner une réponse ayant à la base mon impression. Je disais que cela dépend. C'est quoi le pays? Il y a des pays qui regardent cette situation. 500% de la population ont oublié de l'accomplir. Du développement dans la société et pour avoir un soutien. Alors, peut-être qu'il y a une situation, il y a des ressources, il y a des défis. Ça, c'est des implications extrêmement puissantes. Ça, on ne peut pas avoir la réduction des coûts ou la réduction. J'espère que cette politique, on va donner une puissance, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer automatiquement. On doit avoir de leadership. Je vous remercie. Nous avons on va avoir un sondage d'opinion. C'est quelque chose qu'on doit mentionner aux participants. Lorsque les gens sont en train de répondre au sondage d'opinion, c'était quoi la question que tu avais pour le Q&A? Est-ce que le système en place et les mises à jour va avoir une direction stratégique? Et pour la question ici, ça c'est un facteur de grande limite. Le ressources humaines, c'est quelque chose qu'on peut déterminer, c'est quoi exactement qu'on peut délivrer du point de vue des soins, du point de vue du déploiement de COVID-19. C'est quoi la raison pour laquelle on essaie de maintenir le système essentiel qui est le service de santé? C'est quelque chose qui a été très bien articulé dans la présentation initialement. Dans les pays qui fassent ce type de décision. On a des ressources extrêmement limitées, alors on doit mettre des priorités pour un tel groupe de population qui a reçu déjà le vaccin et rediriger ce type pour les pays à haut risque pour avoir un bon bénéfice pour la protection. Vous êtes dans une position unique. Je vais lire
les numéros de sondage. Alors, pour ceux qui ont besoin de variants en français, est-ce que votre pays a beaucoup ou assez de répondeurs pour être capable de soutenir, maintenir la situation de COVID-19? Les réponses sont oui, non, peut-être, ou je ne sais pas. Deuxième question, c'est quoi la manière duquel les vaccins de COVID-19 sont distribués dans votre pays? Par le soutien des programmes de santé, des entreprises privées, les pharmacies, sociétés civiles, organisations, la Croix-Rouge ou Red Crescent, je ne sais pas, des vaccins n'étaient pas disponibles dans des quantités disponibles. Nous allons vous donner encore une minute et puis on va discuter les réponses. Je vous remercie. Très bien. Peut-être une autre question? Il y a eu aussi. Et lorsque nous sommes en train d'élargir la manière de créer le travail et le redéploiement peut être fait de manière plus faisable, c'est quelle la manière de faire ça, sauf avoir une telle situation, être une situation chronique. Est-ce qu'il y a des commentaires ici? Seulement de vous dire, nous avons eu beaucoup de défis pendant la pandémie. Nous avons mis des heures supplémentaires. Ce n'est pas quelque chose de soutenable. On doit faire ce type de choix. Comme vous avez entendu, notre collègue de Roumanie, ils sont à la capacité de 95. Ça, ce n'est pas un standard éthique parce que à cette situation, dans cette situation d'émergence, on ne devait pas avoir une routine de délivrance et des conditions de délivrance très proches. Est-ce que nous avons le résultat du sondage d'opinion? À ce point-là, l'interprétation en français est finie. À ce point-là, l'interprétation en français est finie. On vous remercie à tous. Je vois que nous avons ici assez de travailleurs dans le système sanitaire pour maintenir le système sanitaire. Et 70%, ils ont reporté peut-être. Deuxième question, la délivrance, la distribution de COVID-19 dans votre pays, particulièrement 83 par des unités de l'État et aussi que des entités privées, aussi que des pharmacies. On vous remercie. L'interprétation en français est enfin maintenant. Je vous remercie. L'interprétation en français est finie maintenant.
ability of countries to utilize those vaccines promptly and in an equitable fashion. And certainly the availability of health workforce is one of them. I think we all understand that health workforce cannot be generated out of thin air, and creating a surge capacity is probably also proportional to what is the current status of the national health workforce. Countries that have made drastic reductions, like was the case of Romania, have faced difficulties, but have found solutions. Being able to provide 100,000 doses of vaccines per day is absolutely remarkable. Hopefully also the work which will be done for COVID-19 vaccination will leave a legacy for the other immunization programs, one of the many essential health services which has been affected by the pandemic. Thank you very much, colleagues. Thanks to the organizers. Special thanks to the 4 presenters who had very clear presentations, well managed also in their timing. Recording from the session will be available in English, French, and Spanish, and the next session will take place Wednesday next week on COVID-19 vaccination financing in the Southeast Asian region. Thank you very much. The questions that have not been answered during the session will be shared with the technical experts, answered and shared via email.